Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est, comme chaque semaine, Hervé Chevesville, heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire Panorama Info. Aujourd'hui, je vais revenir sur un drame oublié, une tragédie que tant les gouvernements successifs d'Alger et de Paris auraient aimé effacer de nos mémoires depuis 64 années. Je regrette d'ailleurs la date anniversaire de ces horreurs, et que la date anniversaire de ces horreurs soit une fois de plus largement passée inaperçue dans le flot de l'actualité quotidienne. Le 5 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie était proclamée, mettant ainsi un terme à 132 années de présence française et à 8 années de troubles sanglants qui prirent progressivement la dimension d'une véritable guerre entre le Front de libération nationale et l'armée française. Le 18 mars, les accords d'Évian avaient été signés entre les représentants du gouvernement français et ceux du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Dès le lendemain de cette signature, un cessez-le-feu entrait en vigueur sur l'ensemble du territoire algérien. Cependant, le FLN profita aussitôt de la passivité des militaires français qui avaient reçu pour instruction de ne plus s'engager dans des actions offensives pour entreprendre le massacre des Harkis, c'est-à-dire ces supplétifs musulmans de l'armée française, à travers tout le pays. Dès le 17 avril, une vague d'enlèvements débuta, perpétrée grâce à des barrages routiers mis en place par les hommes du FLN. Ces rapts touchèrent particulièrement l'Oranie. Le 26 juin, l'OAS, organisation de l'armée secrète, ce mouvement clandestin violent créé après l'échec du putsch d'Alger en 1961 et composé de militaires civils et ex-militaires, pieds noirs et métropolitains, attachés à la défense de l'Algérie française. Donc l'OAS annonça qu'elle cessait un combat désormais sans espoir. Le 28 juin, les derniers militants de l'OAS quittèrent Oran à bord d'un chalutier pour aller en Espagne. À partir du 26 juin, les enlèvements d'Européens en Oranie redoublèrent. Le 1er juillet eut lieu le référendum d'autodétermination qui donna une majorité écrasante au oui, c'est-à-dire à l'indépendance de l'Algérie. Le 3 juillet, les forces de l'armée de libération nationale, la branche armée du FLN, qui était basée en territoire marocain, commencèrent à rentrer au pays. Le 5 juillet, jour de la proclamation de l'indépendance, il y avait encore 100 000 Européens à Oran. Rappelons que cette population était d'origine très diverse. De nombreux pieds noirs oranais étaient d'origine espagnole. Outre les Français dont les aïeux étaient jadis venus de métropole, il y avait aussi des habitants d'origine italienne, maltaise, grecque, russe et autres. Les Juifs d'Algérie étaient aussi très nombreux à Oran. Ils possédaient la nationalité française depuis le décret Crémieux d'octobre 1870 et ils étaient comptabilisés avec les autres pieds noirs, même si pour certains, leurs aïeux vivaient dans la région bien avant l'arrivée des Européens et même avant celle des Arabes. Le jour de l'indépendance, 18 000 soldats français étaient encore présents à Oran et dans sa périphérie. Depuis quelques jours, des milliers d'Européens craignant pour leur vie affluaient au port d'Oran, où ils attendaient, dans une chaleur torride et avec anxiété, la venue de navires en provenance de France pour les évacuer. Coïncidence ou pas, un mouvement de grève paralysait alors les ports de la métropole. Face à une telle situation, les 29 et 30 juin 1962, c'est l'Espagne du général Franco
qui vint au secours des Européens d'Oran. 2 ferrys, le Victoria et le Virgen de África, furent affrétés par les autorités espagnoles et envoyés au port d'Oran. Avant de pouvoir accoster le long des quais d'Oran, il fallut longuement parlementer avec les autorités françaises réticentes. On évita de justesse un grave incident diplomatique. Le 30 juin à 10 h du matin, malgré l'opposition du président de Gaulle, le général Franco donna l'ordre à ses capitaines d'embarquer cette misère humaine qui attendait depuis des jours, sous un soleil implacable, sans la moindre assistance, un hypothétique embarquement vers la France. 2200 pieds noirs, hagards, 85 voitures et un camion furent embarqués sur les 2 ferrys espagnols. Lors de l'embarquement, les courageux capitaines espagnols durent cependant s'opposer à la montée d'une compagnie de CRS sur les 2 bateaux. Les policiers français avaient en effet reçu l'ordre d'établir la liste des passagers et aussi d'interpeller les membres fichés de l'OAS. Les capitaines espagnols se sont indignés de l'attitude arrogante et inhumaine des autorités françaises dans une situation aussi dramatique. L'intervention espagnole relevait pourtant d'une assistance à personne en danger de mort. Finalement, c'est à 15 h 30 le 30 juin que les quais Noirdemonde se vidèrent quelque peu lorsque les bateaux espagnols purent enfin prendre la mer, malgré une importante surcharge à destination d'Alicante. Cette opération espagnole, initialement prévue pour les seuls ressortissants espagnols coincés à Oran, permit cependant de secourir des pieds noirs, qu'ils soient d'origine ibérique ou pas. Au même moment, la tension montait au sein même du FLN. D'un côté, il y avait les nationalistes de l'intérieur, le GPRA, signataire des accords d'Évian. De l'autre, il y avait les militaires qui rentraient du Maroc et de Tunisie et qui n'entendaient pas laisser le seul GPRA récupérer les fruits de leur prétendue victoire. Ces militaires de l'ALN, dirigés par le futur putschiste Ouari Boumedienne, étaient frustrés de n'avoir pas eu leur Dien Bien Phu. En fait, c'était l'armée française qui les avait vaincus, les contraignant à attendre bien tranquillement l'issue du conflit dans leur base située en territoire tunisien et marocain. C'est le GPRA qui remporta la véritable victoire contre la France, c'est-à-dire la victoire politique, en particulier grâce à son action au niveau international. À Alger, le 5 juillet, le GPRA avait appelé à une grande manifestation pour célébrer la proclamation de l'indépendance. L'ALN, rentrée du Maroc tout proche, prit rapidement le contrôle de l'Oranie. Elle n'avait pas appelé à manifester dans la ville d'Oran. Cependant, une manifestation dite spontanée eut bel et bien lieu ce jour-là. Une foule immense, joyeuse et enthousiaste déferla en fin de matinée dans les grandes artères de la ville européenne. À 11 h 15, un coup de feu retentit place d'Armésie. On y prêta guère attention. Depuis l'annonce des résultats du référendum, l'habitude avait été prise de tirer en l'air pour manifester sa joie. Mais d'autres coups de feu répondirent au premier. Il y avait dans la foule de nombreux hommes armés de l'ALN ainsi que des ATO, auxiliaires temporaires occasionnels, ces policiers musulmans recrutés depuis le mois de mai par le FLN pour remplacer les policiers français. De nombreux manifestants étaient également armés. Les tirs se généralisèrent rapidement, déclenchant un mouvement de panique dans la foule. Nombre de manifestants se couchèrent à terre, tandis que les femmes et les enfants s'enfuyaient. La fusillade était si nourrie et la confusion telle qu'il était impossible de dire qui tirait sur qui. En tout état de cause et contrairement à certaines affirmations ultérieures, l'OAS était hors de cause puisque ces derniers militants avaient quitté Oran pour l'Espagne depuis plus d'une semaine. Rapidement, les Européens furent pris à partie.
Les témoins sont unanimes pour mettre en cause l'ALN, les ATO, ainsi que des civils équipés de pistolets et de couteaux. Au début, ce sont surtout les ATO qui commirent les lynchages et les meurtres. Mais peu à peu, les hommes de l'ALN s'imposèrent dans ces exactions. Les hommes armés se mirent à agresser tous les Européens qu'ils rencontraient dans un déchaînement meurtrier. Ce fut une véritable chasse à l'homme qui fut lancée. Elle mit de nombreux quartiers européens à feu et à sang. Des hommes armés se ruaient sur les immeubles et enfonçaient les portes des appartements. Ils arrêtaient, enlevaient et égorgeaient au hasard des rencontres. Des rafales de mitraillettes balayaient les terrasses de café, les salles de restaurant, les Porsche, les voitures. Sur les atrocités commises ce jour-là, de nombreux témoignages se recoupant firent état d'exécutions sommaires d'Européens et de musulmans soupçonnés de leur avoir été favorables, de scènes de lynchage, en particulier place d'Armes, boulevard de Sébastopol, place Kerguinta, boulevard de l'Industrie, rue d'Arziou et ailleurs, ainsi que d'actes de torture, de pendaison à des crocs de boucher, de mutilation, d'énucléation et de viol. Les premiers rapts furent signalés vers 12h10, lorsqu'une centaine d'Européens fut dirigée vers Ville Nouvelle, un quartier musulman du centre. D'autres rapts eurent lieu à avenue Sidi Chami, à 12h20. Entre 12h et 12h30, la poste principale fut envahie et les fonctionnaires égorgés. Une trentaine de personnes, hommes et femmes, a été enlevée et contrainte de se déplacer à genoux. À 13h15, des zouaves signalèrent de nombreux enlèvements d'Européens rue du lieutenant Dahan, dans le secteur du cinéma Rex. D'autres eurent lieu boulevard du 2e Zouave, rue d'Arziou, boulevard de Mascara et boulevard des 40 mètres. Les hommes de l'ALN se mirent à quadriller la ville. Ils en profitèrent pour enlever d'autres personnes et pour les regrouper. Les victimes furent conduites en cortège au commissariat central ou vers Petit Lac, un quartier musulman du sud-est de la ville, où furent commis des massacres de masse. Certains de ces prisonniers furent tués en chemin. Dans certains cas, et il faut le signaler, quelques-uns de ces malheureux furent sauvés par des musulmans. L'article 5 des accords d'Évian prévoyait que l'armée française pouvait intervenir au cas où la sécurité des ressortissants français serait menacée, et ce, jusqu'à la remise des pouvoirs à une assemblée nationale algérienne élue. Il n'y avait donc pas risque de protestation de la part de l'exécutif provisoire algérien. Lors du Conseil des ministres du 24 mai, Louis Joxe, ministre des Affaires algériennes, a évoqué la peur dans laquelle baignaient les Harkis et les Européens. Le général de Gaulle lui a rétorqué, je le cite, « La France ne doit plus avoir aucune responsabilité dans le maintien de l'ordre après l'autodétermination. Elle aura le devoir d'assister les autorités algériennes, mais ce sera de l'assistance technique. Si les gens s'entre-massacrent, ce sera l'affaire des nouvelles autorités. » Fin de citation. Le 21 juin, lors de la réunion du Conseil des affaires algériennes, le général de Gaulle rejeta l'instruction Mesmer. Mesmer était ministre des Armées à l'époque, autorisant une intervention d'initiative française, c'est-à-dire non sollicitée par l'exécutif provisoire algérien. La décision finale du Conseil fut donc très restrictive. L'intervention dite d'initiative ne devra être envisagée pour assurer la protection de nos forces ou celle de nos nationaux que dans le cas de légitime défense ou d'attaque caractérisée. Dès le 23 juin, l'état-major interarmé rédigea une instruction précisant que la France n'exerçait plus de responsabilité dans le maintien de l'ordre, sauf menace directe et grave sur ses ressortissants. Or, le 5 juillet, la menace était bien directe et grave. Mais le général Katz,
commandant des forces françaises à Oran, était très conscient de l'hostilité des politiques à toute intervention d'initiative. Sortant d'une période de disgrâce, ce général ne tenait pas à se faire mal voir par le gouvernement. Katz disposait d'une garnison totale de 18 000 hommes, dont 12 000 dans le seul secteur d'Oran-Ville, cantonné dans plusieurs sites, casernes, lycées, collèges, stades, écoles, imbriqués dans la ville, et donc à proximité immédiate des événements tragiques qui étaient en train de se dérouler. Cependant, il a fallu attendre 3 heures de l'après-midi pour que l'ordre soit donné aux gendarmes mobiles de prendre position avec leurs blindés. Le calme revint uniquement sur les lieux où ils se postèrent. Mais au bout d'une demi-heure seulement, les blindés furent retirés. Il a fallu attendre 18h45 pour que le général Katz commande aux gendarmes mobiles de patrouiller, mais uniquement dans les quartiers européens, alors que les Européens enlevés étaient massacrés dans les quartiers musulmans. Le maintien de l'ordre dans les quartiers périphériques, et notamment musulmans, où ont été emmenés le plus grand nombre des personnes enlevées, resta du ressort de l'ALN. L'armée française, quant à elle, ne fut pas déployée. Les enlèvements et les assassinats se poursuivirent jusqu'à la tombée de la nuit. Dans les quartiers musulmans, l'ALN, qui avait pris une part prépondérante au massacre et au rapt, se retourna ensuite avec un zèle féroce contre ceux qui l'avaient accompagné dans ses exactions, les athéos et les civils en armes. Sans doute fallait-il éliminer les témoins gênants et prouver au monde que l'ALN faisait son possible pour rétablir l'ordre et la sécurité. Il y eut le 5 juillet de nombreux morts européens dont les corps furent retrouvés. Mais il y eut plus encore d'enlèvements de personnes qui n'ont jamais reparu. Du côté des autorités concernant les rapts, on se contente d'englober la journée du 5 juillet à Oran dans les chiffres plus généraux. Sur l'ensemble de l'Algérie, en 8 années de guerre, de novembre 1954 au 19 mars 1962, 375 Européens furent enlevés par le FLN. Le phénomène s'amplifia brutalement dès l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, puisque du 19 mars à octobre 1962, c'est-à-dire en 7 mois seulement, il y eut 3018 Européens enlevés. Ce seul fait permet de mieux comprendre l'hostilité des associations de rapatriés à la date du 19 mars, retenue par le gouvernement français pour commémorer la fin de la guerre d'Algérie. 64 années plus tard, la très grande majorité des personnes enlevées est toujours considérée comme disparues. Les associations de rapatriés évoquent un chiffre de 3000 disparus à Oran pour la seule journée du 5 juillet 1962. Il convient de signaler qu'un bulletin de renseignement du deuxième bureau, en date du 12 juillet 1962, classé secret, signale, je cite, l'enfouissement de cadavres de Français de souche européenne victimes du pogrom du 5 juillet au bord du Petit Lac à coups de bulldozer. Fin de citation. Une reconnaissance par hélicoptère fut ordonnée et des photos prises dans la soirée du 7 juillet, mais aucune enquête officielle ne fut jamais déclenchée. Les massacres de cette terrible journée du 5 juillet 1962 ont donc été occultés par une véritable conspiration du silence, unissant les autorités françaises et celles d'Algérie, et ce depuis 64 années. Pourtant, depuis 2012, des historiens comme Jean-Jacques Jordi, Guillaume Zeller et Guy Pervilliers ne laissent plus aucun doute sur la réalité des faits. Malheureusement, ces massacres ne sont toujours pas reconnus officiellement et cela constitue une véritable discrimination mémorielle. Le jour de l'anniversaire des massacres, le 5 juillet 2018, Georges-Marc Benamou, producteur de cinéma et journaliste né en 1957 à Saïda, a présenté en avant-première un documentaire sobrement intitulé « Oran ». Il y dénonçait la coalition du silence qui pèse depuis plus d'un demi-siècle plus tard sur ce jour sanglant.
Le 5 juillet 1962 devait être un jour de fête pour célébrer l'indépendance de l'Algérie. Cette journée fut malheureusement transformée en un jour de sang et de mort. 700 pieds noirs, chrétiens et juifs furent massacrés, enlevés et jetés dans des charniers. 3000 de ces victimes, 3000 victimes sont toujours officiellement portées disparues. Paris savait, le général de Gaulle savait. Le président français a donné l'ordre à ses militaires de ne pas intervenir, couvrant ainsi son gouvernement et l'armée française de déshonneur. Le but de mon propos dans cette émission n'est pas de rouvrir de vieilles plaies. L'historien niçois Alain Gérard Slama, essayiste, journaliste et historien né en 1942 à Tunis, a qualifié le drame d'Oran de, je le cite, « trou noir entre la fin de la guerre d'Algérie et le début de la révolution algérienne ». Il s'agit d'une véritable Saint-Barthélemy, niée tant par le pouvoir français que par le pouvoir algérien. J'ai donc jugé bon, aujourd'hui, de rappeler à nos auditeurs, surtout ceux qui sont nés depuis 1962, que le devoir de mémoire dont on nous rebat quotidiennement les oreilles pour des événements parfois beaucoup moins tragiques doit aussi s'appliquer aux victimes des horribles événements d'Oran. Le gouvernement français devrait enfin reconnaître officiellement cette tragédie, y compris le rôle peu glorieux joué par les autorités de l'époque. J'ai peu d'espoir que les autorités algériennes, si promptes à exiger des excuses de la France pour la période coloniale, reconnaissent un jour les exactions commises par les hommes du FLN. Cependant, je garde l'espoir que, 64 ans après, des historiens de bonne foi, algériens et français, puissent parvenir à travailler ensemble sur ce qui s'est réellement passé à Oran le 5 juillet 1962. Les auditeurs intéressés par ce drame pourront lire avec profit le livre « Oran, 5 juillet 1962, un massacre oublié ». C'est un livre très bien documenté, fourmillant de détails, dont je recommande vivement la lecture. Son auteur, Guillaume Zeller, a réussi à faire un travail aussi objectif que possible, malgré son lien familial avec l'un des protagonistes principaux du putsch d'Alger de 1961. Comme au Rwanda ou ailleurs, en France comme en Algérie, il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises victimes, de bonnes ou de mauvaises mémoires. Toutes les victimes devraient avoir une place dans nos souvenirs et dans nos commémorations. Ce douloureux sujet de mémoire occultée qui concerne l'Algérie m'amène à évoquer, en conclusion, la très belle exposition qui vient d'ouvrir au musée de Bastia. J'étais présent vendredi dernier au vernissage de cette exposition temporaire intitulée « Corsica Maghreb 1830-2026, une histoire en miroir ». N'en déplaise à certains esprits étroits, aveuglés par la haine de l'immigration et par des sentiments identitaires faisant fi des vérités historiques, une telle exposition s'imposait, tant les relations Corse-Maghreb ont été intenses, et ce depuis des siècles, pour le meilleur et pour le pire. Ces esprits étroits ont oublié que la Corse est au milieu de la Méditerranée, à mi-chemin entre Paris et Tunis. Ils ignorent sans doute que des Corses renégats, à l'instar de Hassan Corso, ont dirigé Alger et que les bey de Tunis avaient du sang corse dans les veines. Dans son allocution, le consul du Royaume du Maroc a rappelé vendredi le souvenir de Davia, qui fut l'épouse favorite du sultan du Maroc à la fin du XVIIIe siècle. L'exposition est très bien faite. On peut y voir des pièces fort intéressantes prêtées par des institutions ou par des familles. J'éprouve cependant quelques regrets. Pourquoi avoir démarré cette histoire en 1830, date de la prise d'Alger par les Français? En choisissant une telle date, les initiateurs de cette exposition donnent l'impression de réduire les relations Corse-Maghreb à la seule présence française en Algérie.
alors qu'elles ont commencé ces relations bien avant que la Corse et que l'Algérie ne deviennent françaises, et elles ne seront pas limitées, bien sûr, à la seule Algérie. Ces relations ont débuté bien plus tôt, et elles se sont étendues aux 3 pays du Maghreb. N'oublions pas que la Corse a fait partie de l'Empire carthaginois, puis, quelques siècles plus tard, du royaume des Vandales. Ces 2 civilisations ont vu le jour dans l'actuelle Tunisie. N'oublions pas non plus les razzias barbaresques qui, pendant des siècles, ont semé la terreur sur les rivages de Corse et durant lesquels des milliers de Corses ont été emmenés et vendus comme esclaves à Tripoli, Tunis, Alger ou Oran. N'oublions pas non plus cette famille bonifacienne qui, longtemps, eut le monopole de l'exploitation du corail dans une île du nord de la Tunisie. Enfin, je regrette que ma propre famille n'ait pas été contactée et consultée durant la préparation de cette exposition. Après tout, ma grand-mère maternelle n'avait-elle pas créé, toute seule et avec peu de moyens, à Sfax, l'hôtel de Bastia, rue Alexandre Dumas, un petit établissement qu'elle a dirigé jusqu'au début des années 60, bien après l'indépendance. Pendant plusieurs décennies, ce petit hôtel, ce petit morceau de Corse en Tunisie, a permis à de nombreux Corses de passage à Sfax de se sentir un peu chez eux et de pouvoir y parler leur langue avec ma grand-mère, ou entre eux. Nous aurions pu proposer nombre de photos et autres documents aux organisateurs de cette exposition. Quoi qu'il en soit, je vous recommande vivement, chers auditeurs, d'aller visiter l'exposition temporaire Corsica-Maghreb 1830-2026, une histoire en miroir, qui durera jusqu'au 19 décembre prochain. C'est sur ces mots que je vous souhaite une bonne fin de semaine et que je vous dis à la semaine prochaine.